Bonjour à toutes et à tous, chers clients. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans cette session live stream. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe SD Works. Nous voilà déjà à plus de 4 semaines de confinement. Certaines entreprises sont toujours en fermeture forcée, d'autres ont dû arrêter leurs activités pour des raisons économiques, ou parce qu'elles n'ont pas pu organiser le télétravail, ou parce qu'elles n'ont pas pu mettre en place les mesures de distanciation sociale nécessaires. D'autres travaillent encore, envisagent déjà la relance de l'activité. Chaque situation est différente. C'est pourquoi des mesures appropriées s'avéraient nécessaires pour soutenir les entreprises dans des secteurs critiques et essentiels. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a de nouveau annoncé cette semaine un certain nombre de mesures visant à garantir que les employeurs et les travailleurs puissent continuer à travailler autant que possible. Ce sont ces mesures que nous aimerions vous expliquer plus en détail au cours de cette session. Compte tenu du grand nombre de participants, nous vous avons invité à poser vos questions à l'avance. Cela signifie que vous ne pourrez pas poser de questions pendant cette session, mais bien sûr, sachez que nous sommes là pour vous et en live. De plus, cette session sera enregistrée afin que vous puissiez l'écouter un peu plus tard si vous le souhaitez. Au cours de cette session, nous allons parcourir ensemble 3 thématiques. Dans un premier temps, nous allons aborder la prolongation de la procédure simplifiée pour la mise en chômage temporaire force majeure. Puis nous verrons ensemble le cœur de cette session, à savoir les nouvelles mesures pour les secteurs essentiels et vitaux. Enfin, nous examinerons vos questions les plus fréquemment posées. Commençons donc par un rappel des mesures mises en place en matière de chômage temporaire pour force majeure. Je vous propose de les passer très brièvement en revue puisqu'elles ont déjà fait l'objet du précédent live stream. Et en fin de session, nous reviendrons sur certaines de vos questions pratiques liées à cette matière. Pour rappel, nous vous avons proposé un tableau récapitulatif qui vous permet de vérifier dans quelle situation vous vous trouvez, vous et votre entreprise. À savoir qu'il y a un bloc réservé aux entreprises qui ont été obligées de fermer totalement. C'est le cas notamment pour le secteur de l'ORECA, les magasins et commerces de détail non essentiels, etc. Le bloc pour les entreprises qui ont été obligées à fermer partiellement. Pensons notamment aux hôtels qui disposent d'un bar ou d'un restaurant qui a dû fermer. Il y avait aussi le bloc pour les entreprises qui n'ont plus de travail pour l'ensemble du personnel ou pour une partie du personnel. Et le dernier bloc, à savoir les entreprises qui ont moins de travail ou qui ont décidé par elles-mêmes de fermer leurs portes. La simplification, elle réside principalement dans le fait que, quel que soit le bloc dans lequel vous vous situez, il a été convenu que vous pouviez placer votre personnel en chômage temporaire pour cause de force majeure, sans pour cela devoir introduire un dossier justificatif, et cela aussi bien pour vos ouvriers que pour vos employés. J'en profite pour vous rappeler que cette simplification, elle réside aussi dans le fait qu'il n'y a plus de déclaration ou de notification électronique préalable à faire. Il suffit, de votre côté, d'utiliser les codes salariaux corrects dans votre logiciel de paye. Sur la base des codes que vous avez introduits dans le logiciel, nous transmettons correctement les jours de chômage temporaire force majeure à l'ONEM. Et c'est de cette manière que les allocations de vos travailleurs seront correctement calculées. Je vous rappelle aussi que vous pouvez appliquer et enregistrer les journées de force majeure rétroactivement à partir du 13 mars. Rappel important aussi sur le fait que vous pouvez décider d'alterner des jours de travail et des jours de force majeure. On est là alors dans une suspension partielle. Et votre travailleur recevra pour les jours prestés son salaire normal et ses avantages salariaux normaux. Enfin, une simplification au niveau des travailleurs puisque vous ne devez plus leur remettre les cartes de contrôle C3.2. Très concrètement, cette mise en chômage temporaire pour force majeure pour vos travailleurs signifie qu'ils vont recevoir une allocation de chômage. Celle-ci est égale à 70% de leur salaire moyen, mais retenez bien que ce salaire moyen est plafonné à 2 754,76 € par mois.
Cette allocation de chômage temporaire est soumise à un précompte professionnel à hauteur de 26,75%. Il est à noter également que l'ONEM a décidé de payer un complément, en plus de ces 70% du salaire, un complément qui équivaut à 5,63 € par jour de chômage et par travailleur, en plus de son allocation de chômage. Votre travailleur doit pour ce faire demander un document C3.2 auprès de son syndicat ou auprès de la CAPAC, ou aussi via le site de l'ONEM. Il doit remettre ce document complété à sa caisse de paiement. Toute cette procédure simplifiée, tant pour l'employeur que pour le travailleur, eh bien, une des mesures qui a été annoncée par le gouvernement samedi passé est le prolongement de toute cette procédure simplifiée jusqu'au 31 mai 2020. Il était important aujourd'hui qu'on vous indique cette prolongation de la procédure simplifiée jusqu'au 31 mai 2020. Passons à présent aux nouvelles mesures décidées par le gouvernement samedi dernier. Nous étions le 11 avril. Avant d'entrer dans le détail, précisons toutefois ceci. Vous savez certainement que les discussions sur ces mesures ont pris un certain temps. Diverses propositions, dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias, n'ont pas abouti. Et notamment celle qui était tant attendue, la possibilité d'octroyer une prime coronavirus de 1 000 € sans cotisation ONSS ni impôt. Ou encore l'octroi de congés supplémentaires pour les travailleurs qui continuent à travailler. Sachez que ces deux propositions ont été abandonnées lors de la concertation entre les partenaires sociaux. Vérifions maintenant avant toute chose dans quelle situation se trouve votre entreprise. 3 questions à se poser. Quel est votre secteur d'activité? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans ce qu'on appelle un secteur vital ou un secteur essentiel ou aucun des deux? Je reviens juste après sur la distinction à faire entre ces types de secteurs. Quelle est la quantité de travail dans l'entreprise? Est-ce qu'il n'y a plus du tout de travail? Est-ce qu'il y a trop peu de travail? Ou au contraire, est-ce qu'il y a trop de travail? Et enfin, pouvez-vous organiser le travail autrement dans l'entreprise, à savoir comment pallier le manque de travail ou comment pallier le manque de personnel? Venons-en à la fameuse distinction à faire entre 3 types de secteurs, puisque toutes les mesures seront focalisées sur l'un ou l'autre de ces secteurs. Et donc, c'est vraiment la toute première question à vous poser. Ce type de secteur, le premier, n'est pas nouveau. Il a été déterminé depuis le 3 avril 2020. Il est ce qu'on appelle le secteur essentiel. On parle aussi de secteur critique ou secteur crucial. Il s'agit des commerces, des entreprises privées et publiques et de tous les services nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la nation et des besoins de son peuple. Cette définition est reprise dans le lien que vous recevrez avec cette présentation, lien vers le site du Moniteur belge qui reprend l'arrêté royal du 3 avril 2020 et qui reprend toute la liste des entreprises et des secteurs essentiels. On peut reprendre dans ces secteurs essentiels les établissements de soins, bien évidemment, tous les établissements médicaux, mais aussi les soins apportés aux personnes âgées, aux handicapés, etc. Les services de taxi, les services de transport public, les fournisseurs et les transporteurs de combustible et de bois de chauffage, tout ce qui est soins, hébergement et transport des animaux, le secteur financier, des assurances, et j'ai envie de rajouter les secrétariats sociaux, tout ce qui est transport, logistique au niveau national, international, les hôtels, les magasins d'alimentation bien sûr, les pharmacies, l'industrie chimique, etc. Si vous avez un doute quant au fait d'appartenir à un secteur essentiel, je vous invite donc à cliquer sur le lien et à aller vérifier la liste publiée au Moniteur belge. À côté de ce secteur essentiel, une nouvelle notion est arrivée samedi sur la table du gouvernement, à savoir la notion de secteur vital. 3 commissions paritaires sont reprises dans cette définition du secteur vital. Il s'agit du secteur agricole, commission paritaire 144, secteur horticole, commission paritaire 145, mais attention,
exception faite pour la sous-commission paritaire 145-04 pour tout ce qui est plantation et entretien des parcs et jardins. Ils ne font pas partie de ce qu'on appelle le secteur vital. Et il y a le secteur sylvicole, commission paritaire 146. Vous pouvez aussi, vous qui m'écoutez actuellement, ne relever d'aucun de ces deux secteurs. Nous allons voir maintenant quel type de mesures peuvent s'appliquer à vous selon le secteur auquel vous appartenez. Première mesure importante qui a été prise et qui concerne les secteurs essentiels et vitaux. La mise en place de 120 heures supplémentaires avantageuses. On est ici dans le système des heures supplémentaires volontaires. Pour rappel, ces heures supplémentaires volontaires existent depuis 2017, depuis la fameuse loi Peters. Dans les secteurs essentiels et vitaux, il a été décidé par le gouvernement et en accord avec tous les partenaires sociaux que pour le deuxième trimestre, donc la période qui va du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, le nombre d'heures supplémentaires volontaires passera d'un maximum qui était établi à 120 heures à un maximum de 220 heures. Maximum. Parmi ces 220 heures, 120 peuvent être rémunérées à un taux réduit. Je rappelle et j'insiste sur le fait que ces 120 heures supplémentaires avantageuses seront uniquement celles prestées pendant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Pourquoi s'agit-il d'heures supplémentaires avantageuses et avantageuses aussi bien pour vous, employeur, que pour vos travailleurs? En tant qu'employeur, pour ces 120 heures supplémentaires volontaires, vous serez dispensé, d'une part, du paiement du sursalaire. Je vous rappelle le principe général des heures supplémentaires. En principe, dès le moment où il y a heures supplémentaires, il y a paiement d'un sursalaire de 50% quand les prestations sont effectuées du lundi au samedi, voire même de 100% de sursalaire pour les prestations supplémentaires les dimanches et les jours fériés. Eh bien, dans le cadre de cette nouvelle mesure, ces 120 heures supplémentaires ne donneront pas lieu à l'octroi d'un sursalaire. Ces heures supplémentaires ne devront pas non plus être récupérées. Donc pas d'octroi de repos compensatoire pour ces 120 heures supplémentaires volontaires dans les secteurs essentiels et vitaux. Autre aspect très avantageux, et pour vous employeurs et pour vos travailleurs, vous ne payerez pas de précompte professionnel ni de cotisation sociale ONSS pour ces 120 heures supplémentaires prestées au cours du deuxième trimestre. Il s'agit donc pour votre collaborateur d'heures supplémentaires payées en net. L'heure brute équivaudra à l'heure nette. C'est là la première mesure qui a été prise par le gouvernement pour encourager les travailleurs qui sont encore au travail et qui sont dans des secteurs pour lesquels la prestation d'heures supplémentaires est requise. Attention, avant d'appliquer ce système d'heures supplémentaires volontaires, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait une volonté du travailleur de prester ces heures supplémentaires à votre demande. Ce qui signifie que, avant de faire prester ces heures supplémentaires volontaires, votre travailleur doit vous donner son accord par écrit dans une convention. Dernier point par rapport à ces heures supplémentaires volontaires avantageuses, nous sommes évidemment occupés à adapter votre logiciel Payroll pour pouvoir procéder à l'encodage correct de ces heures avantageuses qui seront donc payées en net à vos travailleurs. Passons à la seconde mesure. Prévue par le gouvernement samedi, elle concerne ici aussi les secteurs essentiels et les secteurs vitaux. Il s'agit de l'assouplissement de l'interdiction de mise à disposition de personnel. Très concrètement, jusqu'avant cette mesure, retenez que en Belgique, un employeur A ne peut pas prêter de personnel à un employeur B. Seules les sociétés d'intérim ont la possibilité, la capacité de mettre du personnel à disposition d'employeurs utilisateurs. Ça, c'est le principe général. Le principe établi par le gouvernement samedi 11 avril
est de dire que les entreprises qui connaissent une pénurie de travail pour leur personnel sont autorisées à prêter des travailleurs à des entreprises de secteurs essentiels et secteurs vitaux. Attention, point important, pour pouvoir prêter un membre de votre personnel, ce membre du personnel doit être sous contrat de travail chez vous depuis avant le 10 avril 2020. Un exemple. Imaginons que vous dirigez un commerce non essentiel et vous avez dans votre personnel 3 travailleurs, 3 ouvriers qui disposent du permis de conduire C, pour lesquels vous n'avez plus assez de travail. Une entreprise de votre zoning industriel qui vend et transporte du carburant, qui appartient donc à un secteur essentiel, manque, elle, cruellement de main-d'œuvre. Vous avez écho de ce manque de main-d'œuvre et grâce à cette nouvelle mesure, vous pouvez prêter vos 3 travailleurs. Vous allez donc conclure un accord avec cette entreprise d'un secteur essentiel, avec chacun de vos 3 travailleurs individuellement et vous-même, un accord qui reprend les instructions de travail et des accords tels que la durée du travail et la rémunération. Attention par rapport à cette mise à disposition. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'une autorisation de l'inspection sociale. Avant le début de la mise à disposition, les 3 parties, donc vous, employeur, le travailleur et l'employeur utilisateur, vous devez donc signer un accord qui comprend les conditions de cette mise à disposition et sa durée. Afin d'éviter tout problème de dumping social, attention que le salaire du travailleur qui va être prêté ne peut pas être inférieur à celui des travailleurs de l'employeur utilisateur qui occupe le même poste. Ce qui est fondamental à retenir dans ce système, c'est que le travailleur prêté reste au service de son employeur d'origine. C'est son contrat de travail qui est conservé et l'employeur assure lui-même le paiement du salaire convenu et s'occupe de gérer la paye de ce travailleur. Par la suite, évidemment, les coûts de ce prêt, les coûts de l'occupation de ce travailleur seront facturés à l'employeur utilisateur. Mesure suivante, elle s'adresse elle aussi uniquement aux secteurs essentiels et aux secteurs vitaux. Il s'agit de l'assouplissement de l'interdiction des CDD successifs, les contrats à durée déterminée successifs. Vous le savez, selon la loi, et hors exception, les contrats à durée déterminée successifs conduisent automatiquement à un contrat à durée indéterminée. Sauf la fameuse règle que vous connaissez certainement, que nous appelons la règle du 4-3-2, à savoir une exception légale qui permet de conclure 4 CDD successifs, à condition qu'ils aient une durée de minimum 3 mois, et ce pour les secteurs essentiels et vitaux. Vous allez pouvoir conclure des contrats à durée déterminée successifs inférieurs à cette règle des 4-3-2 que je viens de vous expliquer. L'exception qui est prévue dans le cadre de cette crise coronavirus est que vous pouvez donc utiliser des CDD successifs pendant le deuxième trimestre 2020, donc toujours pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, à la condition ultime que chaque contrat dure au minimum 7 jours calendriers. Prenons un exemple très simple. Les magasins d'alimentation peuvent, grâce à cette mesure, employer un travailleur temporaire pendant, par exemple, 4 semaines consécutives par le biais de 4 contrats hebdomadaires. Autre mesure du gouvernement prise samedi. J'insiste sur le fait qu'elle ne concerne actuellement que les secteurs vitaux, donc les 3 commissions paritaires que je vous ai citées tout à l'heure, à savoir l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, hors tout ce qui est aménagement des parcs et jardins. La mesure, elle consiste dans la possibilité de cumuler les allocations d'interruption avec du salaire. L'idée, c'est que pour ces 3 commissions paritaires, pour ce secteur vital, il va être possible pour 3 catégories de travailleurs de cumuler une allocation avec du salaire. On vise ici
les chômeurs temporaires pour cause de force majeure, les bénéficiaires du RCC, autrement dit les prépensionnés, qui touchent donc une allocation de chômage et ne sont actuellement pas occupés, mais aussi les travailleurs qui bénéficient d'une allocation d'interruption de travail, que ce soit dans le cadre d'un crédit-temps, une interruption de carrière ou un congé thématique du style congé parental. Ces trois types de travailleurs, qui donc actuellement touchent une allocation de chômage, peuvent donc être occupés sous contrat de travail dans les secteurs de l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, en maintenant 75% de leur allocation de chômage avec le salaire qu'ils percevront dans ces trois secteurs d'activité. La dernière mesure prise par le gouvernement, importante aussi, que nous voulons vous exposer ici, concerne a priori tous les secteurs. Je dis a priori pourquoi? Le champ d'application de cette mesure n'est pas encore tout à fait clair dans les textes. Actuellement, nous interprétons chez SD Works le fait que cela concerne les prestations d'étudiants auprès de tous les employeurs, ce qui signifierait que la règle ne s'appliquerait pas uniquement aux travailleurs des secteurs essentiels ou vitaux, mais cela reste encore à confirmer. Quelle est cette mesure? On est de nouveau dans la situation où le gouvernement veut faire face à une pénurie de personnel. Il a donc décidé que les heures travaillées par les étudiants actifs, de nouveau au cours du deuxième trimestre 2020, ne seront pas comptabilisées dans le fameux contingent étudiant. Qu'est-ce que c'est le contingent étudiant? C'est le fait que les étudiants ont la possibilité de prester 475 heures par an, moyennant une cotisation sociale réduite, cotisation de solidarité qui est avantageuse tant pour eux, étudiants, que pour vous, employeurs. Ces prestations qui ne seront donc pas comptabilisées dans le contingent des 475 heures, elles aussi seront soumises à des cotisations de solidarité réduites. À savoir, pour rappel, que l'étudiant aura une cotisation ONSS de 2,71%. Je vous rappelle que pour un employé classique, on parle de 13,07%. Et en tant qu'employeur, vous ne payerez sur cette rémunération étudiant que 5,42% de cotisation patronale ONSS, au lieu de généralement minimum 25% dans le cadre d'un employé classique. Comme je l'ai signalé, nous attendons encore la confirmation dans les textes que c'est applicable pour tous les secteurs et pas uniquement les secteurs essentiels et vitaux. Et je précise aussi que nous sommes occupés à adapter votre logiciel Payroll pour que vous puissiez comptabiliser ces heures correctement dans votre système de paye. Voilà qui clôture les quelques mesures annoncées par le gouvernement samedi. Nous vous avions proposé de nous poser des questions lors de votre inscription. Nous vous remercions pour votre engouement, puisque ce sont plus d'une centaine de questions qui nous sont parvenues. Vous comprendrez, je l'espère, que nous n'avons pas la possibilité ici de répondre à toutes. C'est pourquoi nous en avons sélectionné une dizaine, tout en rassemblant celles qui nous semblent revenir le plus fréquemment. J'insiste aussi sur le fait que nous allons répondre aux questions qui sont de notre compétence en tant que secrétariat social, à savoir que nous n'allons pas pouvoir vous être utiles pour vos nombreuses questions liées au droit passerelle, par exemple. Vous constaterez aussi que vos questions ne s'inscrivent pas tout à fait dans le cadre des nouvelles mesures que nous venons de vous détailler. Par contre, elles sont le reflet de vos préoccupations actuelles, et nous tenions donc à vous apporter des réponses aussi claires que possible. Vous constaterez aussi que nous avons repris vos questions telles quelles, sans en modifier la formulation. Première question. Si nous n'avons pas de syndicat, devons-nous demander aux employés concernés par le chômage temporaire de remplir le formulaire via le site de la CAPAC? Et quid du formulaire DRS? SD Works me dit que ce n'est plus nécessaire, mais sur le site de la CAPAC, il est toujours mentionné. Alors peu importe si dans votre entreprise, vous avez ou pas une délégation syndicale. Sachez que le travailleur a toujours le libre choix de son organisme de paiement. Cela signifie qu'il peut choisir entre soit un syndicat, et s'il n'est pas syndiqué,
la CAPAC. Quant à la DRS, qui signifie, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la déclaration du risque social, alors attention, il ne s'agit pas d'un formulaire. La DRS, c'est une transmission électronique d'informations et elle se fait via nos services. Je rappelle, comme je l'ai dit en début de présentation, vous n'avez rien d'autre à faire que de déclarer les jours de chômage correctement dans votre logiciel de paye. Grâce à cela, nous allons, nous, effectuer la DRS correctement et nous allons surtout la transmettre automatiquement aux organismes de paiement afin qu'ils puissent calculer le droit aux allocations de chômage de vos travailleurs. Deuxième question. Peut-on adapter temporairement l'horaire des travailleurs prévu dans leur contrat sans passer par un avenant au contrat? Attention, l'adaptation des horaires des travailleurs qui ont un horaire fixe, je ne parle évidemment pas ici des travailleurs avec un horaire variable, mais ceux qui ont un horaire fixe dans leur contrat de travail, l'adaptation doit toujours se faire par la signature d'un avenant à leur contrat individuel. Et qui dit avenant, dit signature des deux parties et dit donc accord du travailleur. J'en profite pour vous préciser que comme il s'agira d'une adaptation temporaire des grilles horaires, il n'est pas requis d'adapter votre règlement de travail en ce sens. C'est une bonne nouvelle, ça simplifie un peu les choses. Question suivante. L'employeur peut-il demander aux employés d'abandonner une partie de leur salaire pour une période déterminée? Cette question revient assez fréquemment. Sachez qu'une diminution de salaire qui est prévue au contrat de travail ne peut se faire que moyennant l'accord des travailleurs, via, comme pour l'horaire, la signature d'un avenant. Et bien sûr, je dois insister, sans qu'il y ait eu pression ni contrainte sur vos travailleurs. Vos travailleurs peuvent donc toujours refuser d'accéder à votre demande de diminution de leur salaire. J'attire aussi votre attention sur le fait que, même si le travailleur vous donne son accord et si vous signez cet avenant avec la diminution du salaire, vous êtes toujours tenu en tant qu'employeur de veiller à respecter le barème minimum prévu dans votre commission paritaire. Et c'est donc à vérifier travailleur par travailleur en fonction de leur catégorie salariale. Question suivante. Peut-on laisser son personnel au chômage après la reprise si notre trésorerie ne nous permet pas de les reprendre? Et question similaire, en cas de reprise partielle de mon activité, puis-je réengager mon équipe à temps partiel avec maintien du chômage pour force majeure? La réponse, elle se trouve sur le site de l'ONEM. L'ONEM indique ceci, je vous lis mot pour mot. Les entreprises qui restent ouvertes, mais qui, en raison de la crise du coronavirus, ont trop peu de travail pour pouvoir continuer à occuper tous les travailleurs, en raison d'une baisse du chiffre d'affaires, de la production, des commandes, ces entreprises peuvent mettre en chômage temporaire pour force majeure les travailleurs qu'il est impossible de continuer à occuper. Cette règle vaut provisoirement jusqu'au 31 mai 2020. Il ne nous est pas possible à ce jour de nous prononcer sur ce qui sera accepté ou pas après cette date. Et pour répondre à la deuxième partie de question, jusqu'au 31 mai, donc, je vous rappelle qu'il est également possible d'introduire du chômage force majeure pour une suspension partielle. Et donc, si votre activité reprend progressivement, vous pourriez déjà remettre vos travailleurs au travail pour une partie de leur temps, selon les possibilités de fonctionnement de votre entreprise. Question suivante est toute différente. Quid des employés qui étaient en vacances à l'étranger et qui n'ont pas pu être rapatriés? Sachez que l'ONEM a prévu ce cas de figure dès le début de la crise sanitaire. Ces travailleurs peuvent être déclarés en chômage temporaire pour force majeure. Question suivante. Qu'en est-il des voitures de société et carte essence en période de télétravail et donc sans déplacement du domicile vers le lieu de travail? Je vous inviterai à consulter notre site SD et les facs sur lesquels nous avons repris la réponse à cette question. Qu'en est-il? En cas de télétravail, le contrat de travail reste complètement inchangé et donc le droit au salaire également. L'usage privé d'une voiture de société fait partie intégrante du salaire. Il s'agit d'un avantage de toute nature.
Si un travailleur peut également utiliser la voiture de société à des fins privées, cet avantage se poursuit donc aussi en cas de télétravail. Le fait que le travailleur n'effectue pas de trajet domicile-lieu de travail en raison du télétravail obligatoire n'a aucune répercussion sur ce point. Attention évidemment, l'avantage en nature doit également être déclaré comme d'habitude pendant cette période malgré la diminution drastique des déplacements du travailleur. Question suivante. Le chômage temporaire Covid prolonge-t-il un contrat à durée déterminée? La réponse est très simple, elle est sans équivoque. Non. Un CDD n'est en effet jamais prolongé. Le contrat à durée déterminée prendra fin de plein droit à la date qui avait été initialement convenue dans le contrat. La question suivante nous est posée très fréquemment également. Comment octroyer un complément d'entreprise en plus de l'allocation de chômage pour force majeure? J'insiste avant tout sur le fait qu'il n'y a aucune obligation, mais que si vous, en tant qu'employeur, vous souhaitez octroyer un complément d'entreprise, voici ce qu'il faut savoir par rapport à cette matière. Vous pouvez toujours décider d'accorder une indemnité complémentaire en plus de l'allocation de chômage temporaire. Et ce, évidemment, dans le but de limiter la perte de salaire pour vos travailleurs. Étant donné qu'il s'agit d'une indemnité complémentaire à une allocation de sécurité sociale, elle n'est pas soumise aux cotisations sociales. Il n'y a donc aucune retenue ONSS, aucune retenue travailleur, aucune retenue employeur. Mais, évidemment, l'ONSS prévoit une condition très importante en ce qui concerne le montant de ce supplément que vous pouvez octroyer. Le principe de base veut que la somme de l'allocation de l'ONEM que le travailleur recevra et du supplément octroyé ne peut jamais dépasser le salaire que le travailleur percevrait s'il avait travaillé. Attention, très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans vos calculs, vous allez devoir tenir compte non seulement du montant de l'allocation de l'ONEM, donc il vous faudra connaître le montant de l'allocation versée par l'ONEM. Vous devrez tenir compte également des suppléments éventuels. Pensez notamment à celui que je vous ai rappelé tout à l'heure, le fameux supplément ONEM de 5,63 € par jour de chômage force majeure coronavirus. Et vous devrez aussi tenir compte des compléments qui sont éventuellement octroyés par un fonds de sécurité d'existence. Cela étant à vérifier commission paritaire par commission paritaire. Ça, c'est pour l'aspect calcul. Sachez aussi que sur la mise en place d'un tel avantage, l'ONSS précise dans ses instructions que l'employeur doit traiter tous les travailleurs d'une même catégorie sur un même pied d'égalité. Alors, je vous ai indiqué que ce supplément à l'allocation de chômage n'était pas soumis à retenue ONSS, ni ONSS travailleur, ni ONSS employeur. Par contre, elle est bien soumise au précompte professionnel. Le taux de précompte professionnel qui est appliqué est le même que celui qui est appliqué aux allocations de chômage, à savoir 26,75%. Je termine ce point en vous précisant que si vous le souhaitez, vu la complexité de ces calculs, nos consultants chez SD peuvent vous assister pour les calculs de tels compléments. Passons à une autre question qui nous est aussi très fréquemment posée. Qu'en est-il si un employé a déjà planifié des jours de congé, que vous décidez après coup de le mettre en chômage temporaire? Qu'est-ce qui prime, le chômage ou les congés? Et question subsidiaire, est-ce que l'employé a le droit de refuser? Alors, pour répondre à la première partie de la question, l'ONEM n'indemnisera pas le travailleur pour les jours de vacances planifiés et déclarés en tant que tels. Ce sont donc les congés qui priment. Et l'ONEM se basera, comme expliqué tout à l'heure, sur les déclarations DRS et donc sur ce que vous aurez encodé dans votre logiciel de paye. Vous encodez des jours de vacances pendant une période de chômage, le travailleur ne touche pas d'allocation de chômage et ce sont les jours de vacances qui priment. La deuxième partie de la question est plus délicate, évidemment.
Quand un accord a été conclu entre l'employeur et le travailleur sur les vacances à prendre, l'une des parties ne peut pas revenir dessus unilatéralement. Il est donc toujours préférable d'essayer de trouver une solution en concertation avec le travailleur concerné. J'attire votre attention que si aucun accord ne peut être conclu, et si la situation devient litigieuse avec votre travailleur, la réglementation prévoit que le litige devrait être porté devant le tribunal du travail. Dans ce cas-là, vous, en tant qu'employeur, vous pourriez invoquer la force majeure pour défendre votre position, et donc le refus de la suppression de la période de congé. Toutefois, cela ne contribuera pas à trouver une solution à court terme. C'est pourquoi nous préconisons que vous preniez des dispositions raisonnables que les deux parties peuvent accepter. Attention aussi, ne perdez pas de vue que si vous acceptiez que tous vos travailleurs annulent leur congé maintenant, il vous faudra absolument tous les replanifier avant le 31 décembre. Voici déjà la dernière question que nous allons traiter ensemble. Quid du report du paiement des congés payés ouvriers? La facture devrait arriver dans les prochains jours, mais nous ne serons pas en mesure de la payer. Existe-t-il une solution? Là aussi, vous trouverez la réponse notamment sur notre site, dans notre FAQ. Qu'en est-il? L'établissement de la facture, pécule ouvrier, et le délai de paiement diffèrent selon que les employeurs ont ou n'ont pas la possibilité de reporter le paiement des cotisations ONSS dans le cadre du coronavirus. Voyons les deux cas de figure. Vous êtes un employeur sans report de paiement des cotisations ONSS dans le cadre du coronavirus. La facture a déjà été établie dans la semaine du 6 avril. Vous avez dû la recevoir. Si vous êtes en procuration bancaire avec SD, notez que le paiement de la facture est planifié pour le 23 avril. Si vous n'êtes pas dans un système de procuration bancaire, vous devez veiller à ce que les fonds se trouvent sur le compte de SD au plus tard le 30 avril 2020. Deuxième cas de figure, imaginons que vous êtes un employeur qui bénéficie d'un report de paiement des cotisations ONSS dans le cadre du coronavirus. Eh bien, sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'un report est également prévu pour les pécules ouvriers. Alors, très concrètement, les factures vont être établies cette semaine, donc semaine du 13 avril, où elles ont été établies peut-être. Si vous êtes dans un système de procuration bancaire avec SD, notez que le paiement de la facture est planifié pour le 11 décembre 2020. Si vous n'êtes pas en procuration bancaire, vous devez veiller à ce que les fonds se trouvent sur le compte de SD Works au plus tard le 15 décembre 2020. Pour terminer cette session, et puisque nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, nous souhaitons vous recommander vivement la consultation de nos diverses sources d'informations juridiques en lien avec la crise du coronavirus. Vous les retrouvez évidemment sur notre site, vous avez le lien là-bas. Je vous invite notamment à prendre connaissance de notre Digifac qui vous est destiné à vous en tant qu'employeur, mais sachez aussi que nous avons prévu dernièrement un Digifac à destination de vos travailleurs, qui peuvent donc également trouver des réponses à leurs questions concrètes. N'hésitez pas évidemment toujours à nous contacter via votre gestionnaire payroll, qui sera toujours là pour vous apporter des solutions personnelles. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite déjà un excellent week-end.